Il y a la question des chemtrails aussi qui est revenue de l'avant. Encore une fois, RFK Junior dit 24 États ont banni les opérations de géo-ingénierie, c'est-à-dire les chemtrails, là, tu sais, climate by dousing our citizens, our waterways and landscape with toxins. Il le dit ouvertement. 24 États ont agi pour bannir la géo-ingénierie de notre climat afin d'éviter de bassiner nos citoyens, nos cours d'eau et nos paysages avec des toxines. C'est un mouvement que tous les supporters de Make America Healthy Again devraient supporter. HHS will do its part. Donc, il appuie ça. Et là, vous avez les États qui ont banni les chemtrails. Alabama, Arizona, Floride, Idaho, Iowa, Kentucky, Maine, Minnesota, Missouri, Montana, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvanie, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, le Vermont, la Virginie, West Virginia et puis le Wyoming. Et donc, encore une fois, c'est l'effet boule de neige. Oui, c'est ça. Donc, on est en train de nous expliquer qu'il est nécessaire de faire la guerre à la Russie. Mais moi, je veux qu'on m'explique pourquoi, en quoi elle menace la France, en quoi elle menace les intérêts vitaux de la France, en quoi le sort de l'Ukraine est-il vital pour la France. Enfin, des vraies questions, quoi. Il suffit pas juste de dire c'est nos valeurs. Non, le pouvoir de Kiev, il correspond pas à nos valeurs. Hein. Les gens qui sont qui entourent, qui vérolent, à vrai dire, l'administration ukrainienne, ils correspondent pas du tout à nos valeurs. Hein. Faut s'intéresser à eux un petit peu quand même. Faut voir ce que c'est. Le sujet, c'est que le rapport de force a changé, que nous n'en sommes plus du tout les maîtres, que nous sommes tout à fait secondaires dans ce truc, et que plus on se colle avec toutes les illusions possibles et imaginables et dans des postures de servilité à l'Amérique, plus on s'affaiblit en fait. On s'affaiblit géopolitiquement. Et expliquez-nous ce qu'il en est selon vous en tant que professeur climatologue et physicien à Princeton. En quoi le CO2 est-il bon pour le monde ? Eh bien, tout d'abord, si vous regardez l'histoire géologique, et vous avez beaucoup de bons géologues ici en Australie qui ont fait cette remarque à maintes reprises, nous sommes dans une pénurie de CO2 par rapport à ce qui est normal pour les plantes et à peu près n'importe quelle plante. Et pratiquement toutes les plantes se portent mieux si on leur donne plus de CO2. Dans mon pays, la plupart des serres utilisent le double ou le triple de la quantité de CO2 et doivent payer pour cela. Ce n'est pas bon marché, mais cela vaut la peine d'investir parce que les plantes poussent beaucoup mieux. La qualité des fleurs et des fruits est bien meilleure. Et la situation est encore meilleure en dehors des serres, parce qu'en plus des avantages que vous obtenez dans une serre où vous avez beaucoup d'eau, vous obtenez une résistance à la sécheresse. C'est particulièrement important en Australie où de vastes zones sont très arides. Et si vous regardez l'Australie depuis un satellite, c'est un exemple de verdissement pour le monde entier, en particulier pour l'Australie occidentale. Il est donc incroyable qu'ils aient réussi à transformer ce gaz bénéfique, qui fait partie de la vie, en une menace. Il parle de la pollution par le carbone. Je ne conçois même pas qu'il puisse dire cela. Nous sommes faits de carbone. Chacun d'entre nous respire 1 kilo de CO2. 8 milliards de personnes, 1 kilo par jour. Multipliez ce chiffre par le nombre de jours de l'année. En fait, beaucoup d'entre eux disent que le vrai problème n'est pas le CO2, mais les gens. Nous serions trop nombreux et la Terre ne pourrait pas supporter plus d'1 milliard de personnes. Si je regarde ici dans cette pièce, il faudrait que l'on supprime 7 personnes sur les 8 que nous sommes ici. Il change de population, change de peuple, il change d'identité, il change de culture, il change de mœurs. Alors évidemment, sur la carte, on va encore dire France, tout comme on dit encore aujourd'hui Belgique, tout comme on dit encore aujourd'hui Londres. Mais ce qu'on voit, est-ce que la Belgique est encore la Belgique ou n'est-elle pas devenue le Belgiquistan? Est-ce qu'on voit avec Londres, Mélanie Phillips avait dit le Londonistan? Est-ce qu'en France, à partir d'un moment de bascule démographique, moi je fais le procès de personne, chacun a le droit de pratiquer sa foi, évidemment, chacun peut croire en ce qu'il veut, évidemment, mais est-ce qu'un effet de seuil démographique entraîne un changement de culture? Et de ce point de vue, la République, telle qu'il l'a définie, pourrait-elle survivre à un changement de population? Autrement dit, est-ce que
le changement de l'arrière-fond du pays, eh bien, est-ce que ça change pas finalement la culture politique, les institutions et ce qu'il appelle la République? C'est ce que nous dit Jean-Luc Mélenchon, qui lui prend au sérieux cette question en nous disant qu'il revendique le grand remplacement parce qu'avec ça, la créolisation permettra d'accoucher d'une nouvelle France. Mediapart a sorti une enquête cette semaine qui révèle que des eurodéputés étaient payés, tenez-vous bien, 15 000 € par un géant chinois de la télécommunication pour écrire, enfin non, même pas écrire parce que c'était écrit pour envoyer à la Commission européenne une lettre qui recommandait cette société, cette entreprise, à la Commission européenne pour les fréquences, l'attribution des fréquences 5G. À chaque lettre envoyée, il gagnait par des sociétés écrans, enfin c'était de la corruption, 15 000 €. Alors qu'ils sont déjà très bien payés. Donc si vous voulez, en plus ils sont défiscalisés, il faut quand même le rappeler. Au même moment, donc nouvelle affaire de corruption. Mais je suis pas surpris, je vous ai déjà dit que l'Union européenne est l'institution la plus corrompue du monde. Au même moment, il a fallu aller dans la presse allemande, Das Bild, pour apprendre que pour la 7e fois en 3 ans, tous les fonctionnaires, les 66 000 fonctionnaires de l'Union européenne, donc Banque centrale, Commission européenne, Parlement européen, Cour de justice de l'Union européenne, tous ont été augmentés pour la 7e fois en 3 ans. Et cette fois, leur augmentation, c'est 7,2%. Ils vont encore avoir 1,3% supplémentaire le 1er avril, là, dans quelques jours. Y compris jusqu'au sommet, c'est-à-dire la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui vient de toucher une nouvelle énième augmentation je parle de l'augmentation, je parle pas du salaire, évidemment. L'augmentation de 2 400 € par mois. Elle vient d'être augmentée de quasiment 2 SMIC. Elle vient d'être augmentée de quasiment 2 SMIC. 2 400 € par mois. Et en plus, tout ça, c'est très largement défiscalisé, je le rappelle, pour tous. C'est là que part le pognon de dingue. Donc ceux qui veulent pas encore sortir de l'Union européenne, qui ne veulent pas le Frexit, je sais pas ce qu'il leur faut. Je sais pas ce qu'il leur faut. Écoutez, on met de l'argent à cause de l'Union européenne dans ces salaires délirants, dans les contrats McKinsey, Pfizer, négociés par SMS, vers l'Ukraine, terriblement, vers la corruption, puis ça part dans tous les pays de l'Est, nous sommes un pays contributeur net, et ça va augmenter de 7 milliards d'euros l'an prochain, vous le savez. La facture pour la France, ça a été sorti par les Échos, j'en avais déjà parlé. On est dans une folie totale, et il y a des gens qui veulent rester dans l'Union européenne, mais je sais pas ce qu'il leur faut. Et que craignez-vous à reprendre l'indépendance? De quoi avez-vous peur? Vous ne croyez pas que notre pays en a vu d'autres en 1500 ans d'histoire? Que de simplement déchirer un petit bout de papier, un traité, et de reprendre en main notre avenir? Mais enfin, écoutez, on l'a fait dans des conditions beaucoup plus héroïques et beaucoup plus tragiques, cette histoire de reprendre en main notre avenir et notre indépendance nationale. On l'a fait de nombreuses fois dans notre histoire, à des moments où nous étions dans des situations de bien plus tragiques. Et nous avons trouvé les ressources et le courage nécessaires en nous-mêmes pour le faire. Et là, on aurait peur de quitter une instance, alors qu'il y a déjà un exemple, puisqu'un pays l'a fait avant nous, le Royaume-Uni. Donc, en plus, on ne serait même pas les premiers. Alors moi, si vous voulez, tous ceux qui se disent souverainistes, patriotes ou je sais quoi, et qui refusent de défendre le Frexit en disant ça fait peur ou je peux pas ou j'ose pas, ce sont des souverainistes et des patriotes en carton. Carney est très dangereux, il a déjà écrit son plan pour nous. Oui, effectivement, il est très dangereux. Je l'appelle la malédiction Carney. Il y a un article très bon ici. Chez qui avait l'article? Pierre Foster dans le National Post, vous pouvez le traduire en français. Il parle d'un livre que Carney, j'ai pas le nom ici, j'ai pas lu son livre, j'ai juste lu les extraits qui sont là-dedans, c'est capoté. Dans son livre, Carney, il dit le plan qu'il veut faire. Okay? Essentiellement, puis c'est écrit noir sur blanc. Là. Ouais. Il dit... On veut, dans le fond, abolir les droits et libertés. Individuels. Là, il le dit, là. La Charte des droits de l'ONU, oublie ça. Puis, par la suite, il dit, puis les changements qu'on va implanter, il dit, ça sera pas pour aider le monde. Il dit, ça va être vraiment pour détruire leur confort ou leur qualité de vie. C'est écrit noir sur blanc, là, dans son livre, là, tu sais. Parce que c'est ça, tu sais, tu possèderas rien et tout ça avec l'abolition du droit de propriété. Fait que ce gars-là, il n'est pas plus mondialiste. Je vous dirais un peu, c'est qui disait ça? Il dit c'est comme c'est Trudeau avec des stéroïdes, là. Oui, exact. En fait, c'est qui avait dit ça? C'est Trudeau without the stupid face. Ouais, peut-être. Mais tu sais, en plus, ce gars-là, c'était un des principaux aviseurs économiques de Trudeau. Ouais. Puis on sait que l'équipe des libéraux, on le voit dans les chiffres, dans les stats, là, quand ils sont arrivés, la productivité, les chiffres, le PIB par capita, c'est downhill depuis ce temps-là. Puis là, on va mettre l'architecte au pouvoir.
Avec vous ce soir, Marc Pope, bonsoir. Alors, dites-nous tout, les Français sont-ils majoritairement favorables à Vladimir Poutine, comme l'affirme une vidéo du Figaro? Oui, c'est un sondage assez étonnant que l'on peut voir donc dans cette vidéo, effectivement, du Figaro. Plus de 71% des Français, nous dit cette vidéo, estiment que leur vie serait meilleure si Poutine était président de la France. Voilà ce que l'on peut lire. Le sondage aurait été réalisé par l'IFOP sur un panel de Français allant de 21 à 85 ans. La vidéo explique ainsi les raisons de ce choix, c'est-à-dire l'instabilité économique en France, la violation des droits des citoyens, les effets à long terme, nous dit-on, du Covid-19 ou encore la forte censure des médias et le faible niveau de la sécurité en France. La vidéo reprend l'habillage vidéo du Figaro et a été relayée par de nombreux internautes, que ce soit donc sur Facebook comme ici ou encore sur Threads, comme on peut le lire ici avec cet internaute qui se félicite de cette nouvelle, comme quoi on a déjà 71% des Français éveillés qui ne croient plus en Macron, qui l'eût cru, nous dit donc cet internaute. Cette vidéo elle a également été reprise par de nombreux médias pro-russes, comme ici Pravda.fr ou encore des internautes pro-russes sur Telegram. So of course true with COVID, right? We are all only as healthy as our neighbor is on our street, in our city, in our region, in our nation, and globally. And did we solve that? Like, did we actually manage to vaccinate everyone in the world? No. So highlighting water as a global commons and what it means to work together and see it both out of that kind of global commons perspective, but also the self-interest perspective, because it does have that parallel. It's not only important, but it's also important because we haven't managed to solve those problems which had similar attributes. And water is something that people understand. You know, climate change is a bit abstract. Some people understand it really well. Some understand it a bit. Some just don't understand it. Water, every kid knows how important it is to have water. When you're playing football and you're thirsty, you need water. So there's also something about really getting citizen engagement around this and really, in some ways, experimenting with this notion of the common good. Can we actually deliver this time in ways that we have failed miserably other times? And hopefully we won't keep failing on the other things, but anyway. Vous voulez savoir ce qui se passera ensuite? Ton père a trouvé un moyen de changer le monde et non pas de le détruire. Un virus pour changer le monde et le rendre meilleur, un omnivirus. Nous, on s'est contenté de le prendre et de l'implanter dans le vaccin contre la grippe Stearns. Je le savais. J'en étais sûr. Vous avez créé la panique pour que les gens vous supplient de leur donner le vaccin? Non, pour qu'ils exigent qu'on leur donne, avec toute l'arrogance habituelle d'une population riche. Très juste. Et ça y est, nous avons tout ce que nous voulions. Des centaines de millions de personnes font la queue en ce moment même en nous tendant le bras pour que nous puissions enfin y injecter notre création. Mais quand les personnes vaccinées commenceront à tomber comme des mouches, on comprendra que c'était vous, même si le virus est indétectable. Mais non, il y en a là-dedans. Vous êtes futés. Vous êtes sûr qu'aucun de vous ne préférerait bosser pour moi? Non? C'est mieux que de mourir dans d'atroces souffrances. Dans ce cas, comprenez bien une chose. Notre intention a toujours été de faire le moins de victimes collatérales. Quoi? Vous voulez dire que le virus n'a pas été conçu pour tuer? Il m'a l'air bien violent. Nous avons l'intention d'interrompre la reproduction humaine pendant 3 générations. Cette chaîne de production effrénée de bébés va s'enrayer puis s'arrêter. Vous stérilisez la population? Ah. Au cours des 5 premières années, les taux de fécondité chuteront brutalement quand les adolescents vaccinés aujourd'hui seront en âge de procréer à leur tour. Vous contrôlez l'avenir de toute notre civilisation.